vous dire quelques mots sur la recherche. Comment fait-on pour mener à bien une recherche? Quand je dis un bien, c'est-à-dire avec un certain succès. Je dirais que il faut éviter notamment d'avoir une vision trop étroite de son sujet et de son corpus. Par exemple, dans le cas de l'astrologie, on pourrait dire que l'astrologie, elle se situe dans le cadre de la littérature astrologique, stricto sensu. Mais en réalité, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des éléments de l'astrologie qui ont disparu plus ou moins de la littérature astrologique. Je prends le mot littérature, non pas dans le sens de roman, mais dans le sens de tout ce qui est conservé dans les bibliothèques, tout ce qui passe par la lettre. Et il y a des choses qui sont, par exemple, conservées dans le champ du religieux, dans la Bible, et qui, selon moi, nous permettent de retrouver un état antérieur de l'astrologie qui n'aurait pas été conservé dans la littérature astrologique proprement dite. Je pense par exemple à l'épisode de la tour de Babel que j'ai évoqué récemment. C'est un épisode qui est très dialectique, qui est très cyclique. La tour de Babel, c'est l'unité, et en même temps, l'unité va faire place à la diversité. Et avant la tour de Babel, on était déjà dans la diversité. Donc il y a diversité, unité, diversité, etc. Ça, c'est intéressant. Bon, donc pour moi, ça fait sens au niveau de l'astrologie. Il y a d'autres choses qu'on pourrait trouver également, comme l'importance accordée aux 7, aux périodes de 7 jours, de 7 ans, etc., qui ne sont pas forcément mises en évidence par la littérature astrologique, mais qui existent par ailleurs. Et on sait très bien que dans bien des cas, certains textes ne sont pas conservés dans le contexte qu'on imagine où ils devraient l'être, où ils ont pu disparaître, mais on les a conservés sous la forme de traduction ou sous la forme d'objections, de critiques, qui font qu'on connaît l'ouvrage par un biais, par des biais. Le cas de Nostradamus est intéressant aussi. J'ai montré qu'il ne fallait pas se limiter pour avoir une appréhension complète de la chose à ce qui était paru ou censé paru pendant la vie de Nostradamus, mais qu'il fallait aller en aval, sinon en amont. Et de là, je suis arrivé à la conviction que les éditions de Nostradamus, les premières éditions de Nostradamus, sont bien postérieures, disons d'une bonne vingtaine d'années, en gros, à la mort de Nostradamus. Et que les éditions censées dater, censées parues du vivant de Nostradamus étaient des contrefaçons. Il y a tout un débat à ce sujet. Mais quand on veut, ou quand on croit qu'on peut étudier Nostradamus en se limitant à ce qui est paru de son vivant, on se trompe. Non seulement parce qu'évidemment, bien sûr qu'on pourrait dire qu'il faut étudier la fortune, la réception de Nostradamus à telle et telle époque. Non, mais c'est même pas ça. On se trompe parce qu'en réalité, étudier 20 ans plus tard, 20 ans après la mort de Nostradamus, les éditions des prophéties, ça s'appelle comme ça à l'époque, eh bien, ça nous montre qu'en fin de compte, les éditions censées antérieures sont calquées sur ces éditions des années 1580. Mais si on ne fait pas ce décalage, si on ne veut pas voir ailleurs, plus loin dans le temps, voire plus loin dans l'espace, eh bien, on rate sa recherche, on passe à côté des enjeux intéressants de la recherche.
dans bien des cas, il faut aller voir ailleurs pour se rendre compte de l'importance d'un processus. Un cas flagrant, c'est évidemment le cas des langues. Pour savoir si une langue a eu une influence, il était bien, vous ne pouvez pas vous contenter d'étudier cette langue au sens strict du terme. Pour savoir quelle est l'influence du français dans le monde, vous n'allez pas vous contenter d'étudier la langue française. Vous devez étudier d'autres langues, comme ça, et puis vous rendre compte que dans ces autres langues, que ce soit le russe, que ce soit l'allemand, que ce soit l'hébreu même, que ce soit l'arabe bien sûr, ou que ce soit l'anglais, bien entendu, eh bien, il y a du français. Il y a une empreinte du français. Et à ce moment-là, vous modifiez radicalement votre appréhension de la langue française, que vous auriez pu limiter en vous disant, ben voilà, moi j'étudie la langue française, j'étudie la langue française telle qu'elle est. Et non pas. Bon. Et vous n'avez pas toutes les perspectives de cette façon. C'est pour ça que la culture générale, qu'on appelle ça, c'est-à-dire que le fait d'avoir une culture large, sur le plan linguistique, sur le plan historique, sur le plan des différents domaines, est important parce que justement, dans bien des cas, des savoirs sont éclatés, des savoirs ne peuvent être appréhendés que dans un large processus, dans un large rayon, et que si on les étudie de façon beaucoup trop étroite, à la fois dans le temps et dans l'espace, eh bien, on rate sa recherche. C'est-à-dire qu'on fait une recherche qui n'aboutit pas, et ça veut dire que d'autres personnes arriveront à réussir là où vous avez échoué, ou là où vous avez stagné. Alors, on me reproche effectivement de parler d'une astrologie qui n'est pas attestée dans les traités d'astrologie. La belle affaire. Je répondrai d'abord que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont attestées dans d'autres domaines, qui ne sont pas considérées comme astrologiques, mais qu'on peut effectivement voir comme astrologiques, où l'astrologie a débordé sur ces domaines. Et donc on peut s'apercevoir qu'elle est là également dans ces domaines-là, et qu'elle est peut-être là sur des aspects qu'on n'a pas conservés dans les traités d'astrologie. Et puis il y a une autre voie aussi, qui là encore justifie une certaine dispersion épistémologique, à savoir qu'il faut aussi regarder le monde. Regarder le monde, comme l'a fait Michel Gauquelin, c'est-à-dire à nouveau frais. Regarder le monde et voir si il y a des éléments cosmiques, quels qu'ils soient, qui expliqueraient certains phénomènes, certaines récurrences. Quand bien même cela ne correspondrait pas à ce qui est dans les traités d'astrologie. Ça aussi, c'est une voie tout à fait remarquable. Il faut aussi étudier ce qu'on voit sous nos yeux. Et ce qu'on voit sous nos yeux, paradoxalement, peut nous renvoyer à des états plus anciens que ce qui a été conservé dans les littératures des différents domaines concernés. Le présent est un moyen d'accéder à un passé extrêmement ancien. Parce que beaucoup de choses qui se sont structurées et qui continuent de nous structurer ont été établies bien avant, quelque part, les littératures qui sont censées couvrir ces sujets. À telle enseigne d'ailleurs que, dans certains cas, elles ont pu être établies à l'insu même de l'humanité. J'en ai déjà parlé à un certain moment. Et par conséquent, on peut tout à fait imaginer des processus qui sont à l'œuvre, mais qui n'ont jamais été clarifiés par les gens, par les chercheurs, par les astrologues en l'occurrence. Et c'est ce que j'appelle le décalage entre subconscience et surconscience. La subconscience, c'est le phénomène réel tel qu'il fonctionne en nous,
Et le surconscient, c'est toute la littérature qui existe sur le sujet. Cette littérature est souvent complètement décalée par rapport à la subconscience, par rapport à la réalité subconsciente. Et donc on a des astrologues qui nous tiennent des discours sur ce qu'est censé être la réalité astrologique en nous, alors qu'en réalité, ils sont complètement à côté de la plaque.